Donc, merci d'être venu ce soir à cette soirée exceptionnelle. C'était la venue de M. Markovic. Encore une fois, je m'appelle Olivier Dien, je suis le directeur du département d'études françaises de l'Université Concordia. Nous sommes très, très, très heureux de vous accueillir avec M. Markovic. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que vous êtes venu pour M. Markovic. Je tenais quand même ici à prendre quelques instants pour souligner que cette conférence a été rendue possible grâce aux efforts soutenus et acharnés de Mme Nathanielle Teplova. Vous allez chercher M. Markovic au théâtre avec son auto, etc. Enfin, bref, épique. Et grâce à Mme Teplova, cette chose-là est possible. Donc voilà, j'arrête ici. Donc je vais présenter M. David Graham, qui fera la présentation de M. Markovic. M. Graham est doyen de la faculté des arts et sciences de l'Université Concordia. Merci, bonne soirée. Merci, et je réitère seulement ce qu'Olivier vient de dire. Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une les plus chaleureuses, surtout si vous n'êtes pas de Concordia. Donc je crois comprendre qu'on a un certain nombre d'invités ce soir qui sont venus d'autre part, disons, de nos universités consoeurs de la région montréalaise. Donc surtout une grande bienvenue à vous autres. Donc avant de présenter M. Markovic, je faisais la réflexion tout à l'heure que vous ne savez peut-être pas que M. Dien, c'est mon directeur de département. Donc j'ai l'honneur d'être membre de ce département. Je me faisais, comme je disais tout à l'heure à M. Markovic, un grand plaisir à l'avance, dans la perspective d'écouter sa conférence. Malheureusement, il y aurait est survenu au dernier moment qui va m'empêcher d'assister. Heureusement, toute la conférence va être enregistrée et va être présentée sur le site web du département. Donc prochainement, vous allez pouvoir revisiter les meilleurs moments de la conférence de M. Markovic. Mais hier soir, j'assistais à un événement intéressant, une soirée de remerciement aux donateurs à la faculté des arts et des sciences. Et justement, hier soir, on a présenté une nouvelle vidéo de promotion pour la faculté où figure notamment Olivier Diensol. Donc, nouvelle vedette vidéo de la faculté des arts et des sciences. Il faisait la présentation du département comme occupant un créneau particulier dans les études françaises, non seulement au Québec mais au Canada. Parce que notre département ici a la particularité de réunir de grandes spécialisations et de grands spécialistes dans trois domaines cohérents et différents de notre discipline, à savoir enseignement de la langue, enseignement de la littérature, enseignement de la traduction. Je crois que la conférence de M. Markovic va représenter parfaitement l'argument des genres, et non pas le mélange des genres. Donc, né à Prague, originaire de Prague, M. Markovic habite en France depuis 40 ans, à peu près. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il représente à la traduction non seulement des œuvres de fiction de Dostoïevski, du théâtre complet de Tchekhov, mais de l'Eugène Onegin de Pouchkine. Donc ça, c'est tout un morceau. Hein. Je ne me trompe pas. Et donc aujourd'hui, réputation mondiale, nous avons vraiment de la chance ce soir de pouvoir écouter M. Markovic et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Encore une fois, bienvenue chez nous, amusez-vous bien, bonne conférence. Alors, merci beaucoup, je suis très très touché d'être là. Merci à Natasha Teplova, merci à tous les professeurs qui sont là, merci à tous les étudiants, à tout le monde. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que je suis tout seul. Je veux dire, il n'y a pas Françoise Morvan à côté de moi. Et on devait venir à deux. Et je vais d'abord commencer à parler de ça. Parce que, avec Françoise, c'est pas la question simplement que, bon, on se connaît depuis un certain temps et qu'on vit ensemble et qu'on travaille ensemble. Et il y a des choses qu'on traduit avec elle, il y a des choses qu'elle traduit elle toute seule. Elle a la particularité d'avoir inventé un genre que je vous recommande, c'est la traduction du français en français. Elle adore les poèmes du Moyen-Âge français. Et donc elle a traduit Marie de France,
les laides Marie de France, du français en français. Là, en ce moment, elle a aussi traduit la farce de Maître Patelin, c'est pas encore publié, là ça va paraître, du français en français, pour que ça soit joué, quoi. Et donc des choses comme ça. Bon, bref, et on traduit ensemble Tchekhov. Et tout seul, je traduis autre chose, mais tout ce que je fais, Françoise le relit. Et tout ce qu'elle fait, je le relis. Et puis au dernier moment, on avait nos billets, tout, machin, on était prêts. Et au dernier moment, Françoise devait rendre 3 manuscrits à la fois. Et elle a préféré les rendre que partir. Et donc je me retrouve comme tout seul. Et donc voilà. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Et donc oui, je veux dire, je suis traducteur. Je me présente comme ça, on me présente comme ça, je pense qu'en gros on peut me présenter autrement, mais en gros je suis traducteur. J'avais un copain à la fac, parce que moi j'ai eu un malheur dans ma vie, j'ai fait mes études à la Sorbonne. Je n'ai pas fait d'études. Je peux le dire. Bon, c'était terrible. À l'époque, c'était... Et donc, j'avais un copain à la fac, et il disait de moi, Markovitch, c'est bizarre, tout ce qu'il aime, il a envie de le traduire. Et je pense que c'est vraiment ça. Je ne traduis que ce que j'aime. Et comme on me donne la possibilité technique et matérielle de le faire, je passe mon temps à me plaindre de mon existence. Voilà. Je traduis indifféremment de la poésie, de la prose et du théâtre. Naturellement, c'est pas pareil. Et c'est absolument la même chose. Pour moi. Je ne fais que ça. J'enseigne pas. Je ne travaille pas ailleurs. J'ai la chance de pouvoir consacrer ma vie, toutes les heures de chaque jour, à ça. J'ai eu la chance, en plus, d'arriver à un moment très propice. Je veux dire que comment expliquer ça? J'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans. J'ai fait après des études, etc. Mais comme je vous ai dit, je travaillais. Je traduisais. J'ai travaillé avec un professeur qui venait de l'Union soviétique, qu'on avait viré de l'Union soviétique, le professeur Etkind. Qui m'a demandé, quand j'avais 15 ans, si je voulais traduire Pouchkine. Et comme je suis un garçon finalement content, j'ai dit oui. Sans rien comprendre, de rien, à rien. Et maintenant, quand je relis ces traductions, si vous voulez, la religion catholique, il y a une chose qui est quand même bien, c'est le remords. Mais chez les juifs, ça ne marche pas du tout comme ça. Et donc, on reste avec le fait accompli, quoi. Et là, quand j'ai republié, après 28 ans, Eugène Onegin, et quand je dis j'ai mis 28 ans à le faire, j'ai 45 ans. Hein. Mais vraiment, c'était ça. Et j'ai republié les pièces de Pouchkine que j'ai traduites 4 fois. Et sans parler des poèmes. Bon, et petit à petit, je me suis mis à traduire. Puis j'ai travaillé pour le théâtre. Et j'ai travaillé avec 2 metteurs en scène qui étaient très importants, qui sont toujours restés très importants. Le premier, c'est Antoine Vitesse,
et qui m'a rencontré comme ça, et qui m'a dit, vous voulez pas traduire le réviseur pour moi? Moi, j'ai dit oui. Et puis après, Antoine Vitesse a parlé de moi à un autre metteur en scène, Georges Lavaudin, qui montait Platonov de Tchekhov. Et je vais parler de ça. Ou plutôt, je vais parler de ces deux expériences-là, parce que c'est des expériences contradictoires. La première, Antoine Vitesse, comment vous dire, il préparait une mise en scène du réviseur de Gogol. Il avait déjà monté. Et il disait, la traduction que j'avais était pas bonne. C'est une traduction du 19e siècle. Il m'en fallait une nouvelle. Et la mise en scène que j'ai faite n'était pas bonne. J'ai pas su m'y prendre. C'était Antoine Vitesse qui disait ça. Il m'a dit, je veux quelque chose de nouveau. Moi, de toute façon, je ne pouvais pas lui donner quelque chose de vieux. J'avais pas 30 ans. Je ne pouvais pas. Ça veut dire quoi, nouveau? On dit contemporain. Ça veut dire contemporain de qui? De quoi? Moderne, ça veut dire quoi? Et donc, j'ai fait une traduction. Et j'ai commencé pas par le premier acte. Je sais pas. Bon, je ne veux pas vous raconter le réviseur, ça c'est pas la peine. C'est pas la question. Mais au début du deuxième acte, il y a le monologue d'un serviteur, qui est en russe très, comment vous dire, très marqué stylistiquement. Il y a des trucs de langue populaire, il y a des déformations de mots, il y a c'est une langue complètement aberrante, très drôle. Et j'ai traduit comme je pensais devoir traduire. Et comment je traduis? À l'oreille. C'est-à-dire, j'ai cette chance d'entendre le russe, et j'ai eu encore une autre chance capitale, je le dis toujours, mais c'est une chance capitale, j'aurais pu être une très très bonne dactylo. Mais c'est capital. Je tape vite à la machine. C'est-à-dire que dans la première version de mon travail, et j'en fais une dizaine, je ne perds pas de temps. C'est-à-dire, je vois la phrase en russe, il me faut pour traduire cette phrase le temps qu'il faut pour la taper. Et quand ça ne va pas, je laisse un blanc et je continue. Naturellement, pour la première version. Et je ne m'occupe de rien du tout. Je veux dire, si c'est correct, si c'est pas correct, si ça se dit comme ça, si ça se dit pas comme ça. C'est monstrueux, hein, mais je veux dire, le résultat. Mais voilà. Bref. Et il me semblait, l'idée était qu'il fallait entendre la voix du gars qui parlait. Bon. Et il me semblait que j'étais arrivé à un très bon résultat. Vous savez, des fois, on est content. Je vais voir Antoine Vitesse, je lui montre le texte, et il me dit c'est très bien. Il me dit c'est remarquable. Et il me le lit exactement comme je voulais que ce soit lu. Je dis pas, moi j'étais content. Hein. Et puis il me dit mais voilà, vous vouliez que ce soit lu comme ça. Je l'ai lu exactement comme vous voulez. Où est ma liberté? Qu'est-ce que moi, acteur, je fais de ça? Je dis bon. Et il prend la traduction de Mérimée, donc du 19e siècle. Et vous savez, Vitesse, il avait, bon, c'était non seulement un grand metteur en scène, c'était un gars qui était un imitateur, enfin, dans le cercle privé. Il avait un don d'imitation. C'était, mais hilarant. Il prenait plein de voix différentes. Bon, c'était ça comme ça pour amuser les copains, quoi. Et il me lit la traduction de Mérimée exactement comme il venait de me lire la mienne. Et il a refait 5 fois sur la traduction de Mérimée en changeant de voix et d'intonation. Et il me dit, vous comprenez, la traduction de Mérimée est faible. Mais elle me laisse libre. Vous, votre traduction est bonne, mais elle m'enferme. Qu'est-ce qu'il faut?
Ça a été pour moi une chose très, très importante. Je veux dire que la question n'est pas qu'elle soit bonne ou pas bonne. C'est pas ça le problème. C'est pas qu'elle soit proche ou pas proche. C'est qu'elle soit juste assez large pour prévoir l'imprévu. Pour que l'acteur y mette quelque chose de lui que naturellement le traducteur, comme l'auteur, n'a pas prévu. Et donc, faire attention à l'imitation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième truc, c'est donc tout de suite, Antoine Vitesse parlait visiblement de moi à Georges Lavaudant. Et Georges Lavaudant, à ce moment-là, avait déjà commencé à travailler sur Platonov de Tchekhov. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce. C'est la première pièce de Tchekhov qu'il n'a jamais publiée. C'est la matrice de toute son œuvre. Ça fait 300 pages. Une pièce de 12 heures. Il avait 18 ans. Vous pouvez pas vous... Depuis, on l'a monté, dans notre traduction, à Françoise et à moi, on l'a monté 5 ou 6 fois, et j'ai fait une quantité de stages. Mais c'est bouleversant, mais du début à la fin. C'est à tomber par terre. Qu'un gars à 18 ans ait pu écrire une chose pareille. Et, un truc, mais... Un ovni, quoi. Vous tombe sur la tête, et puis bon. Ouais. Et alors, il était déjà en train de travailler sur ça, il avait pris une vieille traduction, et ça ne marchait pas. Ce qu'il voulait ne marchait pas. Il avait un problème. C'est qu'il avait créé son décor. Il partait du décor. Et le décor, c'était un mur énorme qui fendait la salle en diagonale. Et c'était génial, parce que tous les personnages rentrent dans le mur et éclatent. Et c'est le sens de la pièce. Se lance et éclate. Et il avait un truc, c'est que le texte qu'il avait ne lui permettait pas ça. Le texte était doux. Et il se disait, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce texte. L'acteur qui dit le texte qu'il doit dire ne peut pas se cogner dans le mur. Et dans ces grandes productions, c'était le Théâtre National Populaire à Lyon, tu peux changer un acteur, tu ne peux pas changer un mur de décor. Tiens. Et, changer un acteur, c'est difficile, mais ça se fait. C'est de l'ordre du dégât collatéral, mais le mur, non. Et en catastrophe, ils m'ont demandé une traduction. Et j'ai fait la traduction en 3 semaines. Jamais je me suis ennuyé plus que pendant cette traduction. Je ne comprenais absolument pas comment on pouvait monter un truc pareil. Que moi, je considérais, quand je lisais, comme... on entend là, ça va? Mais il faut le dire! Ça va? Et si je gueule comme ça va? Ah oui, d'accord, dans le micro. Vous voyez, tout dépend du contexte. Ça va, là? Bon, je parlais de Lavaudant, vous aviez entendu ou non? Bon, voilà. Et donc, ah ouais, là, on sent tout de suite, on se sent épaulé, pour ainsi dire. Et donc, voilà. Et ça me paraissait ennuyeux, monotone, déclamatoire. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Françoise a relu la pièce. Elle dit, mais c'est pas possible. Elle m'a corrigé plein de trucs. Elle dit, votre traduction est absolument nulle. Françoise ne parle pas russe, mais elle parle français. Mais je veux dire, c'est une chose importante. Ce qu'on demande à un traducteur, c'est pas de connaître la langue d'origine, c'est de connaître le français. Ce qui n'est pas pareil. Le fait que vous connaissiez la langue d'origine s'entend. Ça va de soi.
Et tout le problème est le français. Et donc, on va aux répétitions. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est drôle. C'est-à-dire, on n'avait juste pas compris une chose. Par qui c'était dit, quand c'était dit et à qui c'était dit. Le contexte. Et c'était une expérience aussi, mais fondamentale, qu'il n'existe pas de traduction abstraite. On parle à quelqu'un, on fait parler... Ah ben ça a disparu là. J'ai appuyé sur quelque chose? Non, j'ai pas appuyé sur quelque chose. Si? Si, j'ai appuyé sur quelque chose. C'est quand on a un micro, en général, c'est ça le problème du micro, c'est qu'il ne faut pas bouger. Et là, on a une Alors là, je bouge pas et puis ça marche pas. On a une contradiction dans les termes, si vous voulez. M'empêcher de bouger est difficile. Et donc voilà. Et ces deux expériences ont été fondamentales. Parce qu'à chaque fois, ça mettait en cause tout ce qu'on savait. C'est pour ça que depuis ce temps-là, Tchekhov, Françoise et moi, on traduit à deux. Encore pour une autre raison. Chez Tchekhov, comment dire, le rôle de la nature est capital. Si c'est un orme, c'est pas un platane. Et moi, vous savez, les arbres, c'est pour ça que j'ai traduit Dostoïevski. Non, mais sérieusement. Chez Dostoïevski, il y a une catégorie métaphysique, arbre, qui s'oppose à une catégorie métaphysique, mur de briques. C'est deux catégories métaphysiques dans l'idiot. Mais que l'arbre soit un saule, un platane ou un chêne, Dostoïevski s'en fout complètement. Et moi, pareil. Mais pas Tchekhov. Et chez Tchekhov, ce qui compte, c'est pas simplement si c'est un platane, mais de quel côté va le vent. C'est-à-dire, si les feuilles sont argentées, si elles s'agitent comment elles s'agentent, quel est le bruit? Qu'est-ce que ça dit, le bruit du vent dans les feuilles? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Relisez La Mouette sur ça. Relisez les associations d'idées qu'a Trigorine quand il voit les nuages. Voilà. Je peux dire simplement que ces associations d'idées, moi tout seul, ne me venaient pas. Et pour Tchekhov, c'était capital. Et Françoise, ça lui venait. Elle vient de la campagne, elle a toujours fait attention aux arbres, aux animaux, à des choses comme ça. Et il y a encore une autre chose capitale. Il ne suffit pas de connaître la langue. Moi, je peux dire ce que veut dire tel mot. Je peux dire que Véas, c'est pas doup. Que Véas, c'est un orme, et que doup, c'est un chêne. Mais, donc voilà. Mais ce que Françoise ne peut pas dire, et c'est pour ça qu'on le traduit à deux, et que je ne me contente pas de faire le mot à mot pour Françoise, c'est cette sonorité du mot, Véas. Véas veut dire un orme. Sauf que, vous connaissez un peu La Mouette de Tchekhov? Lisez La Mouette de Tchekhov, allez voir La Mouette de Tchekhov. C'est pas mal. Ça rentre dans la catégorie. Dans Astérix, il y a une catégorie. Quand Abraracourcix, il est à Athènes, il visite le Parthénon, il dit c'est pas mal pour des étrangers. Vous connaissez? Non, mais voilà. La Mouette fait partie de cette catégorie-là, c'est pas mal pour des étrangers. Donc,
Nina, la jeune actrice que Treplev, l'auteur, aime, arrive pour jouer la pièce de Treplev. Elle est toute bouleversée parce qu'elle va jouer devant un grand écrivain qui n'est pas Treplev. Et Treplev l'embrasse. Alors qu'il ne devrait pas parce qu'elle n'a pas le temps de se changer pour jouer. Et il l'embrasse, il dit « je vous aime, je vous tiens ». Et elle regarde par-dessus son épaule et il demande « qu'est-ce que c'est comme arbre ?» Et Treplev répond « c'est un orme, c'est un grand arbre, comme ça, sombre. Vyas ». Mais moi, en russe, j'entends le mot « vyas » et je le lis d'une façon absolument pas logique, mais par la sonorité, au verbe « vyaznуть », qui veut dire s'enfoncer, s'enliser. La réplique de Tchekhov fait une syllabe, vyas. Qu'est-ce que c'est comme arbre? Это какое дерево? Vyas. Traduction, qu'est-ce que c'est comme arbre? C'est un orme. Le jeu, qu'est-ce que c'est comme arbre? Question. Nina pose cette question. Le sens de cette question est « vous êtes enlisé. Je ne peux pas vous aimer. Vous vous enliserez dans la vie et dans la pièce. » Et c'est la sonorité qui dit ça. Allez traduire ça. Après, on se pose, Françoise et moi, des questions. Par exemple, le début de la mouette, je peux parler du début de la mouette. En russe, Atchivo всегда ходите в черном. Littéralement, pourquoi est-ce que vous êtes toujours en noir? Et Françoise me dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est pourquoi? Moi je dis oui, Atchivo, ça veut dire pourquoi. Elle me dit, mais comment vous dites pourquoi d'habitude? Parce qu'elle ne parle pas russe, mais bon. Je dis почему. Et atchivo, c'est pas почему. Quelle est la différence entre atchivo, pourquoi, et почему, pourquoi? Et là, tout à coup, on se rend compte que почему ne veut pas, que atchivo ne veut pas dire pourquoi. Mais littéralement vient de quoi? Qu'est-ce qui fait que? Et puis il y a une autre question, почему, pourquoi? Et puis une troisième question, zачем, c'est à quoi bon? Pourquoi dans l'avenir? Et la question du début de la mouette n'est pas pourquoi est-ce que vous êtes toujours en noir, mais pourquoi est-ce que vous prenez pour Hamlet? Parce que Hamlet est le jeune homme en noir. Ce qui change toute la perspective. Quelle image de vous-même vous faites-vous pour vous prendre pour Hamlet? Puisque vous êtes, c'est un personnage secondaire qui parle, Masha, la fille de l'intendant. C'est-à-dire une attention aussi pointue que possible à tous les détails. Et surtout, une autre chose très importante, quand il y a un truc bizarre, et tout le travail est de remarquer la bizarrerie. Quand il y a un truc bizarre, vous savez que c'est ça qui compte. C'est un signe. Le truc bizarre veut montrer, c'est comme un panneau d'indication, sens. Et atchivo, d'où vient que, ne signifie pas pourquoi. Mais la pièce, la mouette, est une pièce sur la représentation. Quelle image est-ce qu'on se fait? Et plus précisément, le sujet de la mouette, c'est, dans la pièce de Treplev, pourquoi est-ce que la pièce de Treplev est tellement révolutionnaire? Treplev veut que la lune, je veux dire pas la lune littéraire, la vraie lune, joue dans sa pièce. C'est-à-dire, elle commence la pièce au moment où la lune se lève. Elle ne peut pas commencer une minute plus tard. Ça, c'est la question de la mouette. Et accessoirement, la question de la mise en scène. Et comment vous mettez la vraie lune?
dans une salle. Qu'est-ce que vous faites de ça? Voilà. C'est-à-dire que chaque détail doit essayer d'être justifié. Alors après, on construit nous-mêmes notre justification. On est d'accord avec nous-mêmes. Ou pas d'accord avec nous-mêmes. Et on partage notre avis, je veux dire. Je veux dire qu'il y a 1000 avis différents sur une seule chose, sur la mouette. Mais nous, il nous semble que c'est une pièce sur, la représentation. Ouais, ça va? Non, ça va plus. Ça va, là? Ouais. Sur la représentation. Et la deuxième chose, je peux vous parler un peu de la mouette? Ça va, c'est pas trop... la deuxième chose, c'est à un certain moment, Nina joue un personnage, et en russe c'est Всемирная воля. Tout le monde traduit par la liberté universelle. Ça veut dire ça, il n'y a pas de doute. Et là, on a entre une autre dimension de notre travail. C'est la dimension du metteur en scène. On traduit la mouette pour un certain metteur en scène, en l'occurrence c'était Alain Françon. Alain Françon lit cette traduction qui est exacte et il fait un silence. Vous voyez ça? Il y a un truc bizarre quand on fait un silence. Alors, il fait un silence. Je dis, écoute, c'est ça que ça veut dire, tu vois. Il me dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Et il refait un silence. Et là, d'un coup, je me dis, mais attends, mais c'est pas ça du tout. C'est que vola ne veut pas simplement dire liberté. Le russe ne distingue pas liberté et volonté. Il ne s'agit pas du tout de liberté. Vola en russe n'est pas liberté. C'est la liberté intérieure, qui n'a rien à voir. En Russie, il y a une chose qu'il n'y a jamais eue. C'est svoboda, liberté extérieure, politique. Et une chose qu'il y a toujours eue, c'est vola, c'est la liberté intérieure. Parce que naturellement, ce n'est pas des mots qu'on traduit. C'est des concepts, c'est une histoire. C'est l'histoire des gens. Et si on traduit la volonté, oui, il ne faut pas que... non. Comme ça, ouais, voilà. Si on traduit la volonté, dans ce cas-là, ça veut dire... Et si on relie ça à la représentation, c'est la volonté comme représentation. C'est-à-dire Schopenhauer. Le monde comme volonté et représentation. Et Schopenhauer était capital à l'époque. Dans le monde de Tchekhov, dans le monde de la Russie, et de toute l'Europe. Donc voilà. On fait comme ça, à chaque fois, par toutes sortes d'hypothèses. C'est-à-dire, on essaie de lire. Qu'est-ce qu'il dit? Et puis encore autre chose. On fait très attention à la ponctuation. Et on se rend compte que c'est un problème inextricable. Tout ce que je dis, c'est pas comment il faut faire, c'est comment on fait et comment on n'y arrive pas. Parce que la ponctuation de Tchekhov, elle est aberrante. Il n'y a pas de ponctuation comme ça en russe. Là où il met des virgules, n'importe qui mettrait des points. Et là où il met des points,
souvent on mettrait des virgules. Et on en est venu à considérer qu'il était essentiel de garder... Je n'ai pas dit autre chose. C'est compliqué ça. De garder la ponctuation telle qu'elle. De ne jamais essayer de l'améliorer. Pour une raison toute bête, c'est qu'on est juste moins bon que Tchekhov. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment l'améliorer. On ne sait pas du tout ce qu'elle veut dire. Ça, on ne peut pas dire. Mais on sait ce qu'elle ne veut pas dire. Et comment on le sait? En travaillant avec les acteurs. On dit à un acteur, écoute, tu vas dire une phrase comme ça. On t'interdit de respirer entre deux points. Par exemple, fais pas attention aux virgules quand tu parles. Fais un exercice comme ça. Ne t'arrête jamais à une virgule. Alors des fois ça va. Mais si on reprend la mouette, au deuxième acte de la mouette, il y a une scène monstrueuse de séduction du grand écrivain, Trigorine, de la jeune actrice Nina. Et si on fait attention, pas à ce qu'il dit, mais même ce qu'il dit est extraordinaire, c'est pas ce que je veux dire, mais juste à la ponctuation. Le mec qui doit jouer ça doit avoir une poitrine, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est le sens de la scène. Nina, qui est assise sur le banc, alors que Trigorine est debout, n'écoute pas ce qu'il dit. Elle s'est fait une représentation de lui. Tout ce qu'elle regarde, c'est ses pectoraux. Oh, quel mec! Mais réellement, Trigorine ne veut absolument pas séduire Nina. Si on joue ça comme une scène de séduction, c'est un contresens. Juste, il fait des phrases de une page. Avec plein d'incises. Il est irrésistible. Eh bien, ça parle de ça. La traduction parle de ça aussi. C'est pas un texte écrit. Ça doit impliquer aussi comment vous le dites. Et vous ne devez pas choisir tel ou tel ou tel ou tel aspect. C'est comme quand vous conduisez. Je prends toujours cette comparaison-là. Mais réellement, c'est très important. Une fois qu'on a eu son permis, et Dieu sait si j'ai mis le temps, en gros, on est capable de regarder devant, de regarder sur les côtés, de passer les vitesses, d'appuyer sur les pédales, de parler avec la personne qui est à côté, de penser à d'autres choses, et on roule tranquille. Et même d'envisager ce qui va se passer dans 300 mètres. Et si on ne le fait pas, on est très dangereux. Eh bien, la traduction, c'est exactement la même chose. C'est soit tout, soit rien. Sauf que, il ne faut pas se dire ça comme ça. Parce que là, dans ce cas-là, tu t'assois par terre, tu te dis, bon, ça va. T'y penses pas. Juste, il faut toujours penser à plein de niveaux à la fois. Et à ce moment-là, ça devient, il y a une autre dimension qui entre en jeu, qui n'est pas la dimension de l'expérience littéraire, qui n'est pas la dimension de la proximité de sens, de la révélation d'une culture à une autre, même si je voudrais parler de ça. C'est juste ce que vous appelez le fun et que nous on appelle le chic. C'est juste bien. Je veux dire, c'est bien parce que c'est imprévisible.
Vous ne savez jamais ce que vous allez découvrir. Et le jour où vous savez ce que vous avez découvert, vous pouvez être sûr que c'est très mauvais. Parce que vous ne serez plus surpris. Parce que si vous n'êtes pas surpris, ça veut dire que le lecteur, l'acteur, le spectateur ne peuvent pas l'être non plus. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois, tout est nouveau. Et donc, on refait nos traductions systématiquement. Pour chaque mise en scène, on relit, on refait, on corrige. Ça pose un autre problème que je voudrais signaler, qui est très important. J'ai parlé un peu, j'ai fait une lecture hier, hier c'était, avant-hier, oui. En russe, on dit zarazm zachodят. C'est même plus loin. C'est la dimension de l'édition. Quand vous travaillez au théâtre, il y a un truc formidable. Vous allez voir l'acteur. Et vous dites, tu sais, là, tu pourrais peut-être changer ça. Et il le fait. Ou il ne le fait pas, ou il vous pose des questions, enfin bon, bref, voilà. Mais quand vous avez publié le livre, qu'est-ce que vous voulez faire? Il est publié. Et c'est là que je voudrais saluer les éditions Actes Sud. Pour Tchekhov, à chaque fois que le livre est épuisé, ils refont une édition entièrement revue et corrigée. Ça pose un problème terrible pour le lecteur. Je veux dire, un problème économique. Non, mais c'est sérieux ce que je dis. Vous achetez pas notre traduction. Vous achetez la mouette de Tchekhov. Et nous, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, c'est absolument annexe. Eh bien, voilà, il faut racheter à chaque fois. Je veux dire que nous ne faisons pas comme s'il y avait une traduction définitive. Comme si on avait raison. C'est comme ça. À tel point que quand j'ai traduit Hamlet, on a monté Hamlet, le texte s'est vendu moins bien que Tchekhov pour toutes sortes de raisons, enfin bon. Et pendant 3 ans, moi j'avais une autre version, entièrement revue, et se vendait une vieille version. Il m'arrivait d'entrer dans les librairies, ça m'est arrivé une bonne dizaine de fois, d'entrer dans les librairies, de dire « Excusez-moi, je suis André Markovitch, j'ai traduit ce bouquin-là, je peux vous le corriger ?» On ne me l'a jamais refusé. Jamais. Les gens étaient un peu surpris, naturellement. Mais voilà. C'était comme ça. Et c'est ça qui compte. Ne jamais savoir, ne jamais s'arrêter. Ne jamais dire, et jamais. Mais, j'ai le temps là? Ouais. Parce qu'après, je voudrais que vous pouvez poser des questions ou quoi, parce que vous savez, moi, on appuie sur un bouton, puis je parle, c'est pas. Il y a des choses qui restent. Je dis qu'il faut tout changer. On est prêt à tout changer. Mais notre expérience nous dit qu'un certain nombre de choses restent dans nos traductions, fixes. Quelles sont ces choses? Ce qu'on appelle les motifs. C'est-à-dire, et c'est vrai pour chacun des auteurs qu'on traduit, à chaque fois d'une façon entièrement différente, et donc incomparable, mais c'est vrai pour Dostoïevski, c'est vrai pour Tchekhov, c'est vrai pour Shakespeare, c'est ô combien vrai pour Pouchkine, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre, que le sens s'organisait autour de ce qu'on pourrait appeler le rayonnement d'un certain nombre de mots ou d'expressions. Par exemple, dans La Mouette,
autour des 3 genres de pourquoi. Ou bien autour d'une expression toute bête en russe, nada, il faut, nельзя, il ne faut pas, ou c'est interdit, ou on ne peut pas. Ça, c'est une chose. Par exemple, dans Les Trois Sœurs, autre pièce dont je vous recommande la lecture, il y a une chose qui revient tout le temps, sous forme de variante. C'est une expression toute banale, toute bête, все равно. Все равно signifie c'est égal, ça n'a pas d'importance, c'est pareil. Sauf que ça revient une 20aine de fois dans des contextes différents. Et donc, quel est le travail du traducteur pour nous? C'est de traduire toujours le même mot. De ne jamais perdre une occurrence de cette répétition. Parce que si nous perdons une occurrence de la répétition, quoi qu'en pensent les canons de la littérature française qui nous précèdent, nous perdons la structure. Et un texte est une structure en mouvement. Et ça, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire que les Trois Sœurs parlent de peu importe. On aurait très bien pu traduire, c'est pareil. Mais il aurait fallu, dans ce cas-là, trouver 20 fois des expressions qui changent un petit peu, parce que Tchekhov varie en gardant la même racine. Et il nous est apparu, après mûre réflexion, que c'était peu importe qui allait mieux. Parce que ça n'a aucune importance, il importe peu, et ainsi de suite. Et qu'on avait moins de possibilités de jouer sur, par exemple, c'est égal. On pouvait dire ça m'est égal. Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Vous voyez, des choses comme ça. Ça, c'est vrai pour Tchekhov. Mais quand j'ai traduit Hamlet, je me suis rendu compte d'une chose bizarre, c'est qu'il y avait un certain nombre de mots, enfin, c'est pas bizarre pour un anglophone, pour moi c'était bizarre, qui étaient répétés systématiquement, dans des contextes très bizarres. Par exemple, le mot question. Hamlet, dans le texte d'Hamlet, le mot question est répété 25 fois. Pour ça, pour voir combien de fois c'est répété, d'abord vous avez maintenant un ordinateur, mais à l'époque on n'avait pas ça, il y a une Bible, c'est le Shakespeare Lexicon, d'un Allemand qui s'appelle Schmidt. Avec les Allemands qui pouvaient faire un truc pareil. En russe, ça s'appelle Da, как сказал Napoléon, c'est-à-dire oui, comme a dit Napoléon. Il a mis tous les mots de Shakespeare avec le contexte. Et donc là, on peut voir que dans une pièce normale, question, je sais pas, apparaît 3, 4, 5 fois. Et Hamlet est la seule où ça apparaît 25. Que veut dire le mot question? Je ne sais pas. Mais je peux dire que c'est une pièce sur la question. Et il y a un autre mot qui est répété autant de fois, c'est le mot nature. Le père d'Hamlet dit, excusez mon anglais, « If thou hast nature in thee » si tu as de la nature en toi. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Mais si je ne sais pas, de quel droit est-ce que je changerai? Et on peut très bien imaginer Hamlet, en particulier, comme une pièce sur l'opposition entre la question et la nature. La pièce commençant par un moment où la nature, c'est-à-dire ce qu'on ne choisit pas, pose question. C'est-à-dire, l'apparition surnaturelle ou non naturelle du père et le remariage non naturel de la mère.
Et dans ce cas-là, cette question doit orienter une des parties de la traduction. Après, il y a une autre chose. Le premier monologue d'Hamlet, encore une fois, excusez mon anglais, « Oh, that this too solid flesh would melt ». Et comment est-ce que vous écrivez solid? Et vous avez des dizaines de livres d'universitaires qui se battent pour savoir si c'est solid, S-O-L-I-D, ou si c'est salid, S-U-2-L-I-E-D. Et les deux ont des arguments magnifiques pour dire que mais non, c'est solide, mais non, c'est souillé. Et je me permets de dire que c'est une querelle stupide. Parce que c'est pas fait pour être écrit. Vous savez que le problème de Shakespeare, l'œuvre de Shakespeare, elle pose un problème très intéressant d'un point de vue textologique. Vous avez d'un côté les poèmes de Shakespeare qui ne posent aucun problème textologique. Enfin, des poèmes tout à fait annexes. Le texte a été revu pour l'édition par l'auteur. Et vous avez des textes qui existent à 2, voire 3 rédactions, parce que l'auteur ne les a pas publiés. Pourquoi? Pour une raison toute bête. C'est qu'il n'y avait pas de droit d'auteur. Et que par conséquent, une pièce publiée sortait immédiatement du répertoire et pouvait être récupérée par la troupe d'à côté. Et que ce n'était pas du tout dans l'intérêt de Shakespeare de publier ces pièces. C'était aussi bête que ça. Et par conséquent, il est essentiel que solid, solide, signifie salide, souillé. C'est-à-dire que le spectateur entende les deux. Parce que le monde d'Hamlet est un monde dans lequel ce qui est solide est souillé. Et qu'est-ce que c'est comme monde dans lequel ce qui est solide est souillé? C'est par exemple le monde des danses macabres, le monde de la fin du Moyen-Âge. Le monde dans lequel la voie de toute chair, c'est de devenir de la boue. D'où Ophélie, qui représente frail Ophelia, le souffle même de l'air. Finit in muddy death, dans ta mort boueuse. Et Alexandre le Grand finit de bonde, en servant de bonde un tonneau. Toute chair va vers la boue. Et la question d'Hamlet, pour moi, n'est pas être ou ne pas être. Du coup, je veux dire, c'est une réflexion pendant la traduction. Mais existe-t-il des moyens d'être et de ne pas être? Et je me posais toutes ces questions-là. Et là, entre une autre dimension, il existe dans Hamlet, il y a un certain nombre de vers qui sont inachevés, mais il y a 2 vers qui sont faux. Et en particulier, quand je dis faux, c'est-à-dire des vers qui n'ont pas 5 accents, mais 6. 2. Et en particulier un, c'est qu'est-ce Écube pour lui, qu'est-ce pour lui Écube et pour Écube lui qu'ils doivent la pleurer. J'ai pas besoin de vous raconter comment la scène. Bon. Mais si vous faites attention à ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce pour lui Écube? Ça, tout le monde peut comprendre. C'est une façon géniale, en 3 mots, de définir la culture. Nous n'avons pas connu Écube, mais la force de l'imagination, la force de l'imagination est alliée à la force du cœur, fait que nous vivons le drame d'Écube comme le nôtre propre. Ça, c'est la culture.
c'est-à-dire ce qui permet au temps, ce qui permet à l'homme de vaincre la durée du temps. Mais que veut dire pour Écube, lui, puisqu'Écube n'existe pas? C'est absurde. Et tout à coup on se dit, mais de quoi parle Hamlet? De l'incarnation, de la chair. Une fois que l'acteur incarne Écube, le Verbe se fait chair. Et Écube est là. Et l'acteur est et n'est pas. Et vous avez d'autres possibilités d'être ou de ne pas être. Vous avez le spectre, qui est et qui n'est pas. Et le spectre est lié au vent froid. Si vous faites attention dans Hamlet, à chaque fois que le spectre paraît, il fait froid. Vous avez le fou, la folle ou la supposée folle, ou le supposé fou. Ça, c'est lié au courant d'air, on ne peut rien lui dire. Et il n'est plus ce qu'il a été. Son être extérieur, dit le texte, n'est plus ce qu'est son être intérieur. Et vous avez l'acteur. Et vous avez un truc que vous ne pouvez pas traduire, c'est words, words, words. Parce que ce que dit Hamlet, c'est que la lettre tue et l'esprit vivifie. La parole écrite que lit Polonius, c'est des vers de terre. Words, words, words. Parce que c'est mort. Et la seule parole vivante, c'est la parole de l'acteur. Et donc, l'interprétation se construit aux mesures de la traduction, à mesure que la traduction se fait. Et après, elle se partage avec... Enfin voilà, j'ai été très rapide et tout. Enfin voilà, c'était un peu ça que... À chaque fois, on remarque un truc bizarre, puis on se dit, bon, comment on fait? Et surtout, on ne choisit pas. Parce qu'on n'est pas apte à le faire. C'est ça que je voulais dire. Enfin, pour nous, hein. Donc voilà. Si vous avez des questions, parce que moi je peux continuer aussi. J'ai pas parlé de Dostoïevski, j'ai pas parlé de Pouchkine, j'ai pas parlé on devait parler avec Natasha Teplova, m'a demandé de parler de la traduction de la notion de genre. Parce que le travail, en tout cas tel que je le conçois, n'est pas de traduire un texte, mais c'est de donner au lecteur, au spectateur, l'idée que quelque chose existe d'autre. Et pas seulement ça, mais de donner au spectateur l'idée qu'il existe quelque chose d'autre qui demande de lui un effort pour aller vers cet autre. Et un effort possible. C'est ça. C'est pas un autre radicalement autre. Et du coup, il est capital pour nous, on dit ça de traduire l'étranger en tant qu'étranger. Mais je répète ça tout le temps dans mes cours, dans mes conférences, dans les machins, tout ça. Mais c'est vrai. Ce qui compte dans Dostoïevski, pour moi, écrivain français, c'est-à-dire utilisant comme langue d'écriture la langue française, c'est que justement, c'est pas Balzac. Et que juste, il n'a rien à voir avec Balzac. Et il connaissait Balzac par cœur, il avait traduit, Eugénie Grandet, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est juste pas ça. Et du coup, la traduction est un domaine de la littérature absolument inouï, parce que c'est un domaine libre. Vous pouvez inventer des choses. Je veux dire, vous pouvez casser les genres.
casser les règles de la langue. Mais attention, pas n'importe comment. Ça, c'est encore autre chose. Pour rendre compte, comment vous dire, de l'organicité de cet autre. Et tout ce qui compte, c'est rendre compte de l'organicité. Pas prendre un aspect. Je dis souvent que quand on examine 2 traductions, quand on prend un aspect des choses, c'est comme si on faisait un cours d'anatomie. Vous voyez, vous étudiez un bras, alors bien sûr vous avez besoin d'un bras découpé. Mais le bras découpé suppose que le bonhomme est mort. Et donc quand vous découpez le bras, et Dieu sait que vous avez absolument besoin de le découper pour apprendre les mécanismes, il faut bien comprendre que c'est juste un petit moment de votre approche. Voilà. C'est ça, quoi. Voilà. En fait, attendez, je bois un petit peu d'eau. Et si vous avez des questions, tout ça. C'est assez clair de comprendre que dans la mesure où vous travaillez avec des metteurs en scène, vous êtes déterminé par l'aspect spectaculaire, par l'aspect cérémonial du théâtre, art d'interprétation, art vivant. Tout ce que vous recevez de ce contexte-là est très précieux pour orienter votre travail de traducteur. J'aimerais vous entendre maintenant, qu'est-ce que vous faites pour des genres plus abstraits? Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de genre abstrait. Le genre lyrique, la poésie par exemple. Avoir en tête le destinataire d'un poème qui me semble plus difficile que d'avoir en tête les attentes d'un public. Comment vous travaillez? Sur la question du destinataire et du public, on ne change rien, même au théâtre, pour faire plaisir aux metteurs en scène. C'est au metteur en scène qui fait appel à nous, et donc à force, les gens qui font appel à nous savent comment on travaille. Ils savent qu'ils ont un texte compliqué. Et on ne change rien pour leur faire plaisir. Mais on essaie d'expliquer pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est intéressant que ça soit compliqué. Ça, c'est la première chose. Pour la poésie lyrique, là, il y a un problème de base. Je respecte la forme. Je rime quand ça rime. Quand c'est écrit en vers de... Enfin, par exemple, en pentamètre iambique. Le pentamètre iambique, il n'existe pas en français. Eh bien, moi, j'ai envie de le faire exister. Je l'entends, moi. Tatin, 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 10. Je dis souvent, je vais répéter une blague, ce qu'on appelle en Russie une blague arménienne. Je l'utilise très, très fréquemment, elle est très importante. Peut-on construire le socialisme en Suisse? Question. Réponse, oui. Mais à quoi bon? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez, techniquement, si vous le pouvez, faire tout ce que vous voulez. Le problème n'est pas là. Le problème est le contexte. À quoi ça correspond? Je veux dire, je n'arrive pas... Personne en France ne traduit la poésie du 19e siècle. Enfin, peu de gens le font en respectant la forme. En disant, et la raison est à discuter, mais elle est indiscutable en fait, c'est que le vers, en tant que tel, a cessé d'exister dans la poésie française contemporaine. C'est-à-dire, Francis Ponge écrit en prose. Et personne ne pourra dire que Francis Ponge n'est pas un poète immense. Et c'est vrai. Sauf que Pouchkine ne connaissait pas Francis Ponge. Et là se pose la question de l'actualisation, de la modernité.
qu'est-ce qu'on fait de ce terme dont je dois dire que je le déteste? Moi, je me sens très proche d'une école littéraire, enfin, à vrai dire, de deux écoles littéraires en même temps. En 1914, en Russie, il y avait deux écoles littéraires antagonistes. Il y avait d'un côté les acméistes, qui considéraient le temps comme une espèce d'éternité totale. Et puis il y avait les futuristes radicaux, et surtout en peinture, ce qu'on appelait les rayonistes. Larionov et des gens comme ça, qui utilisaient des influences, toutes les influences en même temps. Et Mandelstam disait, nous n'avons pas de souvenirs, mais que de réminiscences. Je veux dire que ce qui compte pour moi n'est pas dans quelle époque je suis. J'y suis, c'est une donnée de fait. Mais je peux avoir l'idée de plein d'époques différentes. La traduction permet de vivre dans le temps de l'original, mais en même temps dans le nôtre. Je ne suis pas du tout un auteur ou un traducteur contemporain. Je ne me pose pas la question de savoir que pensera le lecteur contemporain de ce que je fais. C'est pas que je ne m'intéresse pas au lecteur contemporain. C'est juste que je considère que on est tous contemporains, c'est une donnée, ça donne rien d'autre. Ce qui compte, c'est pas qu'on est contemporain. C'est qu'est-ce qu'on sent. Et pourquoi Homère ne serait pas... Oh, bordel. Et pourquoi Homère ne serait pas mon contemporain? Moi, je lis Homère. Et je lis Homère dans une traduction russe du XIXe siècle. Parce que les traductions russes du XIXe siècle, en particulier de Homère, de l'Odyssée de Joukovski, ou de l'Iliade, de Gnidich, sont mais bouleversantes. Et cette traduction, c'est une traduction en hexamètre. Qui n'existe pas en français. Et moi, je l'entends. Alors, comment faire? Et là, il y a deux possibilités. C'est aller chercher des champignons, ce qui ne peut se faire qu'à certains moments de l'année, ou deux, considérer qu'on traduit pas simplement un livre, mais un, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et faire confiance à une force énorme, sans laquelle on ne pourrait pas exister, qui est ce qu'on appelle l'ami inconnu. C'est-à-dire, nous savons qu'il existe un bénévole lecteur qui un jour aura la curiosité de lire Eugène Onegin, de lire telle chose, de lire telle autre, et qui, non seulement ça, mais qui sait déjà qu'en 2009 va paraître mon anthologie de la poésie romantique russe, que personne ne connaît vu qu'elle n'est pas publiée. Et voilà, faire confiance au temps. Moi, je fais comme ça. C'est pour répondre. Mais naturellement, théoriquement, je sais que c'est pas possible, parce que le verbe n'existe pas. Et puis, encore autre chose, si je peux encore rendre ma réponse plus complexe, il y a eu une rupture, j'allais dire épistémologique, entre la France et la Russie. J'en parle aussi souvent, donc je me demande qu'on m'excuse, mais c'est une chose importante peut-être. Vous m'entendez, ça va? Il y a eu la présence dans la poésie française de Rimbaud et dans l'histoire russe de la révolution russe. Qu'est-ce qu'a fait Rimbaud? Les Russes traduisent énormément. La tradition de la traduction en Russie est une chose fondamentale. Mais les derniers vers de Rimbaud, ils n'ont pas traduit. Ou ils ont traduit, mais pas bien du tout. Vraiment, juste pas bien. Pourquoi?
Parce que Rimbaud, dans un poème qui s'appelle Mémoire, a mis la césure, on en a parlé la dernière fois, par un monsieur et un attache, a mis la césure à la 7e syllabe. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça veut dire? La métrique, je veux dire la métrique classique, c'est la mémoire sociale de la poésie. C'est-à-dire, c'est le lien qu'il y a instinctivement entre le poème et le locuteur, non pas du poème, mais de la langue. Je veux dire, ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. 2 alexandrins. Ce que vous dites, ce n'est pas 2 alexandrins. Ce n'est pas Racine, Molière, Ronsard, Baudelaire, c'est la France. Et cette idée-là, et ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire, qui unit tout locuteur d'une langue donnée, instinctivement. Il n'y a aucune réflexion sur ça. Rimbaud, après la Commune, a tué la mémoire dans un poème qui s'appelle Mémoire, qui est écrit en alexandrin, sans césure et à rime uniquement féminine. C'est un meurtre. Je pense que, moi, je l'ai déjà dit, mais je le répète ici, Mémoire pour moi est le plus grand poème de la langue française. C'est un phénomène cosmique qui signifie qu'il n'existe plus aucun lien entre la poésie et la société en France. Sauf dans ce que Mallarmé appelait les grandes circonstances. Chaque poète réinvente entièrement sa mémoire. Entièrement. Et la richesse énorme de la poésie française, c'est que Blaise Cendrars est quasiment le contemporain, je veux dire, la prose du Transsibérien est écrite est écrite quasiment pendant la Jeune Parc de Valéry. C'est une différence de diapason, enfin, je veux dire, Blaise Cendrars et Valéry n'avaient juste rien de commun. Et c'est écrit en français. En Russie, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Pouchkine a tout créé, toutes les formes. Et en 1917, ce qui a disparu, c'est la société. C'est-à-dire que les bolcheviks, instaurant un régime que tout le monde comprenait comme inhumain, non pas inhumain, non humain, ont voulu créer un homme nouveau. Et du coup, la poésie et les formes de Pouchkine se sont trouvées porter la seule chose humaine dans un monde non humain. D'où l'importance vitale de la poésie dans la Russie totalitaire. Importance vitale de la poésie des formes anciennes, qui n'étaient pas anciennes, qui étaient juste vivantes. Mais si maintenant, moi, je traduis un poète du XXe siècle, écrivant après 1917, dans la forme dans laquelle il est écrit, qu'est-ce que je fais pour la poésie française? À la rigueur, une petite chanson. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire c'est pas possible. À la rigueur, techniquement, si j'étais capable, et je ne le suis pas, mais enfin, c'est autre chose. Il y a juste une incompatibilité de concepts entre l'histoire littéraire russe et ce qu'on appelle poésie, qui est un monde de mémoire pour rester vivant, et la poésie française, qui est un travail sur la langue, avec une autoréférence de la langue sur la langue. On parle de poésie en russe et en France, en russe et en français, on ne parle pas de la même chose.
Et c'est une question d'histoire. Contre ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous ai un peu assommé, j'ai l'impression. Alors, comment traduire la poésie russe en français? Écoutez, il y a deux possibilités pour moi. La première possibilité, c'est de ne pas le faire. On peut le faire sans se poser la question. Hein. Et disons, du fait que moi je me suis posé la question, je ne le fais pas. Et ce que je fais, c'est autre chose. J'ai fait ça justement à l'espace Go, là. Parce qu'en fait, si je suis ici, c'est aussi grâce à mon meilleur ami, à Denis Marlot, qui monte en ce moment une pièce de Malina Tsvetaeva dans ma traduction, La fin de Casanova. Et donc, j'ai accompagné cette première par des je lis en russe. Je fais des espèces de causeries, pas devant autant de monde, où je lis en russe, et je fais des mots à mots, et j'essaie d'expliquer. Et j'interdis absolument qu'on enregistre. Parce que c'est fait pour les gens qui sont là. Et c'est ma réponse à moi, mais je vous jure, personne ne se pose ces questions. Tout le monde traduit sans aucun problème en vers libre les poèmes de Malina Tsvetaeva, de Osip Mandelstam, etc., etc., etc. Et tout le monde aime Malina Tsvetaeva, Osip Mandelstam. Et Akhmatov, je ne sais pas qui, Maïkovski et qui vous voulez. Et moi, il me semble très important de dire, la traduction ne fait pas tout. C'est pas que tout n'est pas traduisible, mais que la traduction, pour moi, ne peut pas faire abstraction de l'histoire. Et l'histoire, c'est comme la nature dans Hamlet, on n'y peut rien. Peut-être on peut influencer l'histoire contemporaine, c'est une autre question, mais l'histoire passée, non. Eh bien, il me paraît très important, juste de le dire. Et si vous voulez lire Mandelstam, qui est un des plus grands poètes qui ait jamais existé sur Terre, eh bien, apprenez le russe. Et je ne rigole absolument pas. Voilà. Ou demandez à un russe de vous lire et de vous expliquer. Mais ne faites pas comme si vous pouviez. Et c'est très important. Parce que tout ce que je peux dire, c'est que plus je traduis, d'abord moi je sais comment, ça c'est une chose, mais plus il me semble capital de montrer les limites. De dire, attention, montrer les limites, c'est montrer l'humanité de la chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous parlez de poésie. Et aussi, je me demande, c'est un beau détruire un peu la poésie française à ses yeux. Mais Dostoïevski, vous usez aussi le roman français, l'académiste, tout ça. Alors, oui, que Dostoïevski bousille le roman français. On parle du roman et plus de la poésie. Monsieur me pose cette question. Comment avez-vous appréhendé ce travail-là? Oui, qu'est-ce que je peux dire? Dostoïevski bousille pas le roman français. Il s'en fiche. Oui, c'est pas son problème. Sa réception en France, du moins, bousille le roman. Alors, ça c'est encore autre. Voilà, ça c'est autre. Son arrivée. Si. Ça va comme ça? Ouais. Si, c'est. Enfin bon, bref. J'allais faire une digression, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est qu'une traduction? Non, plutôt, disons ça d'une autre façon. J'ai déjà dit, dans d'autres circonstances, et donc je vais le répéter, qu'un auteur traduit un auteur étranger dans une littérature donnée est la somme de toutes ces traductions.
n'est pas une traduction, mais c'est l'histoire littéraire. Qu'est-ce que c'est généralement, traditionnellement qu'une traduction? C'est le goût moyen du rédacteur de l'édition. Pourquoi? Parce que le traducteur n'est pas considéré comme un auteur. Et que donc il n'a aucun droit social à imposer une vision de quoi que ce soit. Et naturellement, on traduit le lieu commun qui permet à l'auteur d'accéder à ce qu'on appelle le goût du public. Mais ce goût du public, comme les êtres humains, par une espèce d'étrange accident de la nature, ne sont pas immortels, change. Mais on ne le connaît pas. Moi, je ne sais pas qui c'est le public. Là, par exemple, j'ai pas préparé du tout ce que j'allais dire. Pour une raison toute simple, c'est que je ne vous connais pas. Je ne sais pas combien de gens viennent, je ne sais pas quelles sont vos attentes. Par conséquent, si j'allais arriver avec un texte su, même moi, ça ne m'aurait pas fait plaisir, ça ne m'aurait rien apporté du tout, parce que vu que j'avais déjà fait le plan de mon truc, je savais déjà ce que j'allais dire, c'est pas intéressant. Et je pense que je vous aurais beaucoup ennuyé. Donc il est impossible pour moi de préparer une chose comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas le public, mais je connais des gens. Et dans la tradition littéraire française, par exemple, de Dostoïevski, vous savez, Dostoïevski est très mal traduit. Était une traduction de Dostoïevski, non, mais sont très mal, absolument, y compris les miennes. Mais ce que je veux dire est encore plus affreux. Mais c'est rien par rapport à Gogol. Là, je viens de traduire les nouvelles de Pétersbourg. Le manteau, le portrait, la perspective Nevsky. Mais, vous savez, c'est sidérant. Il manque des bouts de texte dans la Pléiade. Et pour une raison toute simple. C'est que le texte a été traduit dans les années 40, 50, voire 30, par des traducteurs qui utilisaient non pas les éditions académiques qui étaient en train de se faire en Union soviétique, mais par les éditions qui dataient du tsarisme et qui étaient censurées. Je vous jure que Dostoïevski, quand je lis les traductions françaises de Dostoïevski, les bras m'en tombent. Mais par rapport à Gogol, c'est simplement hallucinant. Et c'est vrai pour tous les auteurs. Avec quelques variantes, mais en gros. Parce qu'en France, on n'a jamais traduit d'une façon littéraire. Tout le monde parlait français. Et nous, on considérait qu'en gros, on pouvait traduire Shakespeare en prose. Et ça a commencé depuis Voltaire. Vous savez, il existe, je ne sais pas si vous avez étudié ça, mais il existe 2 traductions je crois que c'est Hamlet. Voltaire a traduit Hamlet 2 fois. La première fois, il l'a traduit en alexandrin, pour montrer que vraiment Shakespeare était un barbare. Mais que quand même, on pouvait peut-être faire quelque chose. Puisque la tragédie du XVIIIe n'était pas du tout la tragédie du XVIIe. Et puis, il a traduit Shakespeare en mot à mot. Il a fait des éditions en vers libre, ce qui était inouï à son époque, pour montrer à quel point il a amélioré le texte. Mais un autre exemple qu'il faut méditer. Non, ça ne marche pas. Un autre exemple qui est à méditer, mais qui est bien connu, c'est The Raven, le corbeau d'Edgar Poe. La question n'est pas que c'est Baudelaire et Mallarmé qui l'ont traduit en prose. Et s'il y a un poème qui est absurde en prose, c'est ce poème-là. C'est que dans leurs poèmes, et Mallarmé
et Baudelaire, s'ils savaient quelque chose, c'est jouer sur la sonorité. Ils savaient faire ça. Mais simplement, ça leur est pas venu à l'idée de le faire sur un texte étranger. Pour une raison toute bête, c'est que c'était pas la peine. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que si Baudelaire et Mallarmé, qui construisent tous leurs poèmes à eux, uniquement sur des jeux d'une finesse extraordinaire, sur des passages d'une sonorité à une autre, etc., font ça, c'est pas la peine comment dire, on peut rendre le tablier. Ça, c'est le statut de la traduction en France. Et petit à petit, et c'est pour ça que je disais au début que je suis arrivé à un moment propice, je suis arrivé à un moment où on commençait à se poser des questions sur ça, et où le statut de l'œuvre étrangère était réellement pris en compte d'une autre façon. Et Dieu sait si, bon, je ne vais pas vous parler d'Antoine Berman, etc., mais voilà. Je suis arrivé à ce moment-là, je suis dans une bonne génération. J'aurais eu le malheur d'avoir 20 ans de plus, j'aurais pas pu faire ce travail que j'ai fait. Et puis, j'ai rencontré Hubert Nissen. Et Hubert Nissen, il avait une chose magnifique, c'était les manques qu'il avait à son catalogue. Il créait Actes Sud. Il n'avait pas à son catalogue Dostoïevski. Mais je serais allé chez Gallimard, avec lequel je travaillais à ce moment-là. Et je leur aurais proposé Dostoïevski. Mais il l'avait déjà. C'était pas possible. Donc, encore une fois, on est aussi le produit de l'histoire. D'une conjonction de circonstances. Oui. Alors la question c'est sur Hamlet. Est-ce que traduire Shakespeare pour moi est traduire de la poésie ou du théâtre, et comment je me situe par rapport aux autres traducteurs comme Bonnefoy ou Desprats? Traduire Shakespeare, c'est traduire Shakespeare. Je veux dire, encore une fois, je ne fais pas de différence entre la scène et le texte écrit, et je traduis Shakespeare. Les questions que je pose dans la traduction de Shakespeare, pendant la traduction de Shakespeare, c'est, par exemple, la traduction du pentamètre iambique, qui sont des questions formelles. Ça m'intéresse beaucoup parce que le pentamètre iambique, comment j'y suis venu à traduire Shakespeare? Je ne suis pas du tout angliciste. Hein? J'ai aucune prétention de connaître Shakespeare plus que n'importe quel autre lecteur lambda. Et vous savez, lire Shakespeare est une chose très simple pour un francophone. Il y a tellement d'éditions critiques que pour ne pas le comprendre, c'est vraiment compliqué. Voilà. Après, se posent d'autres questions. Ça devient intéressant au moment où il n'y a pas de réponse dans les éditions critiques. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Et donc, moi j'ai commencé par me poser cette question-là. Ce que je voulais traduire, c'était Pouchkine. Le pentamètre iambique de Pouchkine, des pièces de Pouchkine. Mais qui vient de Shakespeare. Et Pouchkine a utilisé le pentamètre exprès contre l'alexandrin. C'est-à-dire, c'est le grand débat comment dire, Racine contre Shakespeare, de Stendhal. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. Mais à chaque fois, la forme, comment dire, c'est pas la forme dans l'absolu, c'est la forme de tel ou tel texte. Et il me semble que la complexité de la forme de l'original de Shakespeare, puisque les Anglais, en gros, ils arrivent à le dire, et qu'il n'y a aucune raison d'imaginer qu'un poumon français
étant quoi que ce soit inférieur ou supérieur à un poumon anglais, eh bien, il pourrait aussi le dire. Par conséquent, ces enjeux-là sont pas des enjeux qui sont pris en compte par les autres traducteurs. Par contre, Jean-Michel Desprats, il a une... Je vais dire une chose... Excusez-moi. Je vais dire une chose qui peut être mal interprétée. Mais je voudrais la dire et la commenter. Jean-Michel Desprats a une qualité extraordinaire. C'est qu'il n'existe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le texte de Jean-Michel Desprats, qui est écrit en vers libre, est directement compréhensible par n'importe qui. C'est une chance que le texte de Shakespeare n'a pas du tout en anglais. C'est-à-dire que Shakespeare est en France un auteur absolument contemporain, posant des questions contemporaines. Et du coup, les traductions de Jean-Michel Desprats ont rendu une espèce d'énorme popularité au texte même de Shakespeare. Et elle demande de l'acteur un investissement total. L'acteur doit tout inventer. Ce que fait Jean-Michel Desprats est absolument le contraire de ce que je fais moi. Dans mes traductions, il y a beaucoup de choses qui résistent. Et cette question que Antoine Vitesse m'avait posée, mais où est ma liberté? Au début de ma carrière de traducteur de théâtre, ah oui, mais c'est parce que je marche sur le fil, c'est pour ça. Je viens de comprendre le truc. Voilà, comme disent les Allemands, là est enterré le chien. Essayez de traduire ça. Le poteau rose n'est pas le chien. Et donc, voilà. J'ai pas su y répondre. Je continue à imposer des choses et je pense que j'ai tort. Mais c'est comme ça. Et Jean-Michel Bonnefoy est Yves Bonnefoy, est Yves Bonnefoy. C'est-à-dire Yves Bonnefoy. Et quand on dit Yves Bonnefoy, on dit Yves Bonnefoy. C'est-à-dire un des plus grands noms de la poésie française. Et voilà. Et quand on lit le Shakespeare d'Yves Bonnefoy, on lit Yves Bonnefoy. Mais c'est normal. Et c'est bien. Et Dieu sait si c'est riche. Mais c'est clair. En anglais. Et édition, il y a Arden qui est bien. Et il y a une édition magnifique que j'adore, c'est Everyman. Ils ont des notes très intéressantes sur l'orthographe. S'il vous plaît. Oui, vous avez parlé de la possibilité, voire de la nécessité de casser la langue. Oui, casser la langue, comment vous la cassez ou je la cassez? Comment dire? C'est pas cassé. C'est juste. Non, mais c'est juste. Moi, j'entends un truc en russe. Je l'entends comme ça, dans l'oreille. Et j'ai envie d'entendre pareil. Par exemple, au théâtre, c'est très important que le texte dure le même temps. En russe et en français, par exemple. Pas parce que c'est important d'un point de vue de la performance technique. C'est pas ça. C'est que juste l'acteur, il met une énergie particulière à dire une chose. Et son énergie, l'énergie qu'il met en 30 secondes, n'est pas du tout l'énergie qu'il met en 40. Ces 10 secondes-là cassent une mise en scène. Mais il se trouve que les lois de la littérature française font qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Par exemple, on ne peut pas jouer sur la syntaxe. Mais dans la vie, dans la littérature, mais dans la vie courante,
Oui, mais dans la vie courante. Essayez d'écrire ça. C'est pas correct. Dans la vie courante, quoi? Et je pose souvent, vous savez, je vais dans des lycées, et je pose souvent aux lycéens la question, comment vous dites « je ne sais pas » en français? Eh bien, comment vous dites « je ne sais pas » en français? Je sais pas. Et que veut dire « je sais pas » ? Non. Ah ben non, pas du tout. Si vous dites « je sais pas », vous ne dites pas « je ne sais pas ». Parce que à qui vous direz « je sais pas » et à qui vous direz « je ne sais pas ». Vous comprenez? Si vous dites « je sais pas, monsieur Gonvic », je sais pas si... Vous comprenez? Non, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas, vous le dites à un copain. Mais vous dites pas. Dans une situation de cours, vous direz pas ça. Ou alors c'est très grossier. Et ça a une volonté particulière. Ça veut dire va te faire foutre. C'est clair. Je sais pas, c'est une possibilité. Je sais pas, c'est une autre. Mais est-ce que vous avez, vous, jamais dit je ne sais pas? Et quelqu'un vous demande, je sais pas, hein, votre copine, votre copain vous demande quelque chose 10 fois de suite. Vous dites, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Tu mets les boules. Et si vous dites, j'en sais rien moi, ça ne veut pas dire je ne sais pas. Ça veut dire fous-moi la paix. Pourquoi j'y suis, moi? C'est-à-dire que dans la langue française, qu'on dit logique, machin, truc, cartésienne, tout ça, vous pouvez dire absolument ce que vous voulez. Et ce que vous dites n'est pas le sens des mots que vous dites. Mais il y a l'intonation, il y a à qui vous le dites et quand vous le dites. C'est-à-dire, c'est le propre du discours. Bon. En russe, ce qu'on peut dire, on l'écrit. Dostoïevski peut parfaitement écrire des Nizmaïen. Ça veut dire, mais j'en sais rien, moi. Et il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Mais si j'avais pas traduit les œuvres complètes de Dostoïevski, si j'avais simplement écrit « mais j'en sais rien, moi », et on me dit, c'est un traducteur vulgaire, c'est un traducteur moderne, c'est un traducteur grossier, c'est pas du français. Mais c'est du français. Ça dépend dans quel contexte. Et ce qu'on appelle littérature. Sauf que Balzac n'écrira pas. J'en sais rien, moi. Pourquoi? Parce que la langue de la littérature n'a rien à voir avec la langue de la vie, de la rue. Parce qu'il existe en France différentes langues françaises et que les frontières entre ces langues françaises sont quasiment imperméables. Jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas le cas du tout en russe. Et dans d'autres langues. Je pense qu'en anglais, ce n'est pas du tout pareil. De quel droit j'imposerais un carcan à un auteur russe que cet auteur russe ne prend juste pas en compte parce que c'est pas le sien. Mais pour comprendre qu'une phrase comme, mais vous comprenez, par exemple, dans Les démons, Kirillov explique un truc et Kirillov, il a du mal à parler. Et Kirillov, il explique un truc que les gens, en fait, s'ils se suicident pas, c'est qu'ils ont peur. Et ils ont peur de la douleur. Mais que si ils comprenaient qu'on pouvait très bien dominer la douleur, eh bien tout le monde se suiciderait et tout le monde serait Dieu. Bon. Et il explique ça à un bonhomme, au narrateur. Et le narrateur a une particularité, il comprend rien.
Le narrateur des démons, il ne comprend pas du tout ce qu'il raconte. Bon. Et ce narrateur lui dit, vous savez, je ne comprends pas ce que vous me dites. Et alors, Kirillov se met en colère et lui dit, mais s'il y a un immeuble qui vous tombe sur la gueule, больно вам будет, c'est-à-dire, mal, ça vous fera. Il ne dit pas, ça vous fera mal. Il met, au début, est-ce que tu comprends que ça ne peut pas te faire mal, parce que le temps qu'il te tombe, tu es déjà mort. C'est ça qui compte. Больно вам будет. Mais moi, dans la vie, si je suis dans un espace de transe dans lequel je me mets là pour vous le dire, mal, ça vous fera, je peux le dire. Vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Je ne peux pas l'écrire. Justement, vous parlez des démons dans la postface, vous identifiez un peu, vous, traducteur, au narrateur, justement, qui rapporte et qui ne peut pas saisir le sens total. Et je me disais, je ne connais pas une autre traduction que la vôtre, mais dans une autre traduction française, le narrateur est moins stupide. Mais vous savez, c'est intéressant. La question est sur le statut du narrateur. Est-ce que dans d'autres traductions que la mienne, le narrateur est plus intelligent? Mais je peux répondre. Camus a écrit une adaptation dramaturgique des démons de Dostoïevski, il les appelait les possédés. Mais c'est un contresens des traducteurs. Il n'y a pas de possédés. En russe, bese. C'est pas les possédés, parce qu'il n'y a pas de personnage dans les démons. Il y a des forces qui les possèdent, et qui possèdent ce que le texte russe appelle d'un mot, je ne me souviens plus comment je traduisais, ludishki, des espèces de... Je ne sais pas comment. Des espèces de petits, des minus, quoi. Mais vous comprenez, là, le bonhomme là qui a tué, là, c'est exactement ça qu'il disait. C'est pas des gens. C'est dans la langue. À partir du moment où je considère que ces mecs-là, c'est pas des mecs, il n'y a aucune différence entre le jeu vidéo et la vie. Alors, du temps de Dostoïevski, il n'y avait pas de jeu de vidéo, mais c'est la même chose. Et par conséquent, il n'y a pas de possédé. Donc voilà. Mais si je considère que si je considère que le narrateur ne sait rien, qu'est-ce que c'est que le récit que je lis sur 1000 pages, puisque c'est le récit du narrateur? Qu'est-ce que je lis? Et c'est là qu'on entre, pour le coup, dans ce qu'on appelle la modernité. C'est-à-dire dans le discours qui n'est pas vrai. Dans le discours qui dénonce en lui-même son mensonge. Ce qu'on vous raconte n'est pas ce qui s'est passé, n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qui est vrai? Pas savoir. Et c'est très important ça. Dostoïevski n'écrit pas des romans, il raconte pas. Ça ne l'intéresse pas du tout de raconter quelque chose. À son époque, il y avait deux grands raconteurs, mais magnifiques. C'est Tolstoï et Tourgueniev, sans parler de Goncharov. C'est pas du tout ça que fait Dostoïevski. Mais voilà. Dostoïevski est le premier écrivain de la mauvaise foi. C'est une question? Alors la question est sur les retraductions. Est-ce que j'ai lu les traductions qui ont précédé le travail que je fais?
Et comment je fais, si c'est le cas, pour me libérer de ces traductions. Une traduction, ce n'est pas un phénomène linéaire. En gros, je ne relis pas. Je lis pas ce qu'on fait. De temps en temps, une fois que j'ai fini un texte, je vérifie un certain nombre de choses, comment les autres ils ont fait. C'est toujours très dangereux. Parce que le propre de chaque texte, c'est d'avoir une cohérence. Et du coup, il ne peut pas y avoir de communication entre différentes cohérences. J'ai dit, il faut garder la structure. Hein. Mais un texte comme celui de Dostoïevski ou n'importe lequel, on peut trouver 5 analyses parfaitement cohérentes d'une structure. Et c'est ça la force magnifique de ce texte. Voilà. Et donc, en gros, ça n'aide pas. Comment je fais pour m'en défaire? Je m'en défais pas. Par contre, après, sur Tchekhov, les problèmes sont différents parce que Françoise, après, compare toutes les traductions et pose des questions. Elle dit, là, vous avez écrit ça, mais Elsa Triolet a écrit ça. Pourquoi? Un tel écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez raison? Et ce travail-là est absolument indispensable. Parce que, bon, voilà. Pourquoi plus pour Tchekhov que pour Il devrait l'être aussi, mais pour Tchekhov, comment vous dire? Tchekhov, ce qui est absolument magnifique, c'est que c'est sur le détail. Vous voyez, Dostoïevski, bien sûr, les détails sont bouleversants. Mais vous avez une espèce d'énorme flot. Et si vous avez ça, vous avez déjà beaucoup. Et chez Tchekhov, tout est dans la toute petite nuance. Mais Françoise, c'est-à-dire, je fais un mot pour Tchekhov. Donc, comment ça se passe? Je fais d'abord un mot à mot, très rapide. Et quand il y a quelque chose que je n'arrive pas à traduire, je fais une note en bas de page. Après, Françoise met ça en français. Après, je me mets en colère. Parce que c'est pas du tout ça. Alors, à ce moment-là, on commence à discuter sur pourquoi il y a un écart. Qu'est-ce qui fait que c'est pas ça? Et puis petit à petit, on commence à à se rapprocher de ce qu'on pense être peut-être ça. Et puis, Françoise est là. Elle a un don, mais génial. Comment dire? Moi, je sais pas, je peux dire une chose de 10 façons différentes. Disons, 15. Françoise, c'est 40. Elle a une inventivité dans le français. Et je ne sais pas si vous avez lu cette traduction de Synge, le baladin du monde occidental. Elle traduit de l'anglo-irlandais. C'est hallucinant. Elle a tout inventé, comme Synge a tout inventé. C'est beau, quoi. Enfin, je dis ça, elle n'est pas là, donc ça va. Et c'est quelqu'un qui en est proche. Et alors, elle trouve des... Et puis elle dit, puis on réfléchit. Et puis, elle dit, mais ma grand-mère, elle disait ça comme ça. Elle écoutait tout le temps sa grand-mère, qui est née en 1895. Et ma grand-mère, russe, elle disait pas comme ça, puisqu'elle était russe. Et ma grand-mère à moi, elle est née, naturellement elle est décédée maintenant, mais elle est décédée centenaire, elle était née en 1890. Tchekhov est mort en 1904. Et donc réellement elle parlait la langue russe et moi j'ai entendu cette langue-là, ce russe-là. Et je dis, mais votre grand-mère, est-ce qu'elle pourrait plus dire ça comme ça? Et petit à petit, on arrive à des finesses, quoi, des détails, à des choses, je sais pas. Là, j'ai pas les textes sous les yeux, mais je pourrais, si on avait le texte. Et puis, il y a des choses qu'on ne sait pas comment traduire. Par exemple,
Quelle heure il est là? Il est 8 heures, oh là là, il faudrait s'arrêter. Je vais m'arrêter. Mais il est dans le début de la cerisée. C'est un exemple qu'on prend toujours. Hein. Donc Lopatine arrive chez Lubov Andreevna alors qu'il devait aller les chercher à la gare. Et il s'est endormi. Il n'est pas allé à la gare. Il devait attendre le train. Et il dit en russe, Prishol Slava Bogu. Il est arrivé le train, Dieu soit loué. Bon. Pour un russe, c'est absolument évident ce que ça veut dire. La question n'est pas que le train est arrivé, la question c'est que je l'ai attendu. Et je l'ai raté. Dieu soit loué. C'est fini. Maintenant on peut commencer, et la cerisée commence par un échec. Et bien comment vous dites ça en français? Et alors je dis, le train est arrivé, il est arrivé le train. François me dit, ça ne dit rien. Il est arrivé le train ne dit pas que j'ai attendu le train. C'est juste familier et je ne comprends pas pourquoi c'est familier. Tout le monde traduit par le train est arrivé. Et c'est pas ça. On s'est tellement pris le chignon sur ça pendant 12 ans que dans la première édition, on avait oublié le Dieu soit loué. Il y a eu 6 mises en scène de notre traduction de la cerisée. À chaque fois, on essayait d'expliquer à l'acteur ce qui se passe. Et l'acteur, il peut dire n'importe quoi s'il comprend. Il trouve tout de suite sur le coup et puis il est content. Il se réveille en sursaut, il est content que le train est arrivé. Il dit, il est arrivé le train. Le train est arrivé. C'est pareil, ça change rien. Sauf que, ça n'y est pas en russe. Parce que, alors comment on fait? Et puis, un acteur, qui est aussi un metteur en scène, pendant une répétition, s'est trompé. Et il a dit, il est arrivé ce train. C'était pour nous bouleversant. Vous comprenez? C'était tellement simple. Bien sûr, on peut le dire en français. Sauf que moi, comme un imbécile, avec ma langue russe collée sur mon oreille, je cherchais un équivalent. Et Françoise ne comprenait pas, parce qu'elle n'avait pas la langue russe. Alors qu'un Français met le démonstratif au lieu de l'article. Et c'est tout. Voilà, merci beaucoup.